Juste au niveau du programme de cette soirée, donc Madame Prenne, présente vice-présidente du département en charge de la culture, fera un petit mot d'accueil. Ensuite, nous aurons une présentation des orientations du schéma. S'en suivra l'intervention de Monsieur Dujol, ici présent, qui interviendra sur la bibliothèque et les droits culturels vers une offre à hauteur d'usager. On aura un petit temps d'échange avec la salle et ensuite, en clôture, on vous présentera la méthode de déploiement de ce schéma départemental de lecture publique. Voilà, et ensuite, on vous invite à partir de 18h45, si on arrive à tenir le timing, à prendre un verre tous ensemble qui aura lieu salle 5. Merci. Madame Prenne. Merci. Je vais m'installer. Bien, bonsoir toutes et tous. Merci de votre présence, nombreuse, puisque vous êtes une centaine d'inscrits entre ceux qui sont en présentiel et ceux qui vont nous suivre en visio. Je remercie toute l'équipe de la médiathèque départementale pour cette présentation et cette préparation, la préparation de cette soirée de présentation donc de notre schéma départemental de la lecture publique. Je salue aussi la présence de Monsieur Dujol, que vous entendrez tout à l'heure, bien sûr. Alors, mon propos va être un propos explicatif donc de ce que nous attendons, de ce que le public attend de nos bibliothèques aussi. Et c'est pour vous dire donc que plus que jamais, dans un monde en pleine mutation, nous sommes confrontés à des défis sociaux, technologiques, environnementaux majeurs. La lecture publique s'impose comme un pilier essentiel de notre société pour comprendre le monde et ses évolutions. Conscient des fonctions fondamentales que doivent remplir les bibliothèques, le département a conduit une démarche participative associant les bibliothécaires du réseau départemental, les élus, les partenaires et les habitants dans une perspective d'innovation autour de la thématique de nouveaux usages en bibliothèque pour écrire son nouveau schéma départemental donc, de développement de la lecture publique. L'objectif a été de déterminer ensemble des actions concrètes qui contribueront au renforcement et à la modernisation des services proposés par les bibliothèques aveyronnaises, en phase avec les attentes et les pratiques d'aujourd'hui et de demain. Rappelez-vous, en février 2023, nous lancions les travaux de réécriture de notre schéma départemental de lecture publique avec une conférence sur le thème « La bibliothèque, un atout au service d'un projet politique au bénéfice de tous les habitants ». Au cours de cette conférence, Madame Robert, sénatrice à l'origine de la loi du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique, qui nous avait fait l'honneur de sa présence, nous rappelait les missions et le rôle essentiel que jouent les bibliothèques départementales dans l'assistance et le soutien aux bibliothèques communales et intercommunales. Notre médiathèque départementale, depuis sa création en 1964, concourt largement à cette mission de développement de la lecture publique sur l'ensemble de notre territoire. Elle anime, soutient et coordonne le réseau de lecture publique, composé de 183 bibliothèques ou points lecture répartis sur 171 communes. Son équipe pluridisciplinaire de 22 agents apporte, en plus des compétences propres au métier du livre et à la logistique, de nouvelles compétences pour adapter son offre de services aux attentes des bibliothécaires, des élus et de la population. Une offre numérique, des formations sur site ou in situ, une large offre culturelle et un accompagnement au projet. Et vous, Monsieur Dujol, durant cette conférence, vous nous avez aidés à porter un regard différent sur les bibliothèques et vous nous avez ouverts aux possibles en bibliothèque. Je vous remercie de votre présence. Aujourd'hui, nous vous présentons les orientations de ce nouveau schéma départemental
C'est un projet ambitieux qui dessine les contours d'une politique culturelle moderne au service de tous, dans une approche résolument tournée vers de nouvelles pratiques. En effet, si les bibliothèques assurent toujours leur mission historique de favoriser le développement de la lecture par la constitution de collections de documents sous forme physique ou numérique, leur rôle a profondément évolué ces dernières années. Elles sont devenues des espaces multifonctionnels qui répondent aux nouveaux besoins des usagers. Avec ce schéma, nous souhaitons conforter ce rôle d'acteur clé que sont les bibliothèques dans la promotion de la lecture, de l'éducation et du lien social au sein des territoires. À travers les orientations de ce schéma, nous affirmons aussi notre volonté de renforcer et de moderniser notre réseau de bibliothèques. Si depuis une dizaine d'années, le réseau de lecture publique s'est complètement transformé et modernisé, soyons réalistes, il reste du chemin à parcourir. Poursuivre l'informatisation des bibliothèques. Aujourd'hui, la moitié seulement sont informatisées. Je dis seulement, mais aussi, ça dépend, on peut le voir des deux façons. Et la structuration des réseaux intercommunaux. Aujourd'hui, au nombre de 15, avec des fonctionnements différents qui permettent une intégration plus ou moins aboutie de la lecture publique sur l'ensemble du territoire. Enfin, dans un environnement en perpétuel changement, nous voulons également affirmer notre soutien à toutes les bibliothèques, les accompagner dans ces mutations, puisqu'il est plus que nécessaire de renforcer les compétences, les bibliothécaires, pour adapter aux nouveaux usages et répondre aux attentes des usagers. Dans un contexte marqué par le développement des usages du numérique et où la préservation de notre environnement devient une préoccupation majeure, ces orientations ne pourront se mettre en œuvre sans votre collaboration. Aussi, c'est ensemble que nous pourrons faire de nos bibliothèques des lieux attractifs, des lieux d'échange, d'émancipation, et ainsi contribuer à un avenir où chacun trouve sa place. Je vais maintenant laisser la parole à Olivier Rocher qui va vous présenter en détail les grandes orientations de ce schéma. Merci de votre écoute et merci à la médiathèque pour cette présentation et cette préparation. Et j'ai oublié de saluer parmi nous la présence de Claude Romagnac, notre directeur, et de Claude Assier, conseiller départemental de Millau. Merci, Madame Prenne. Alors, je ne vais pas vous présenter complètement dans le détail, dans tous les détails, toutes les fiches actions de ce schéma qui sont assez nombreuses, vous le verrez, mais vous faire une présentation des grandes orientations qui ont été prises à travers ce schéma. Donc, vous avez rappelé qu'effectivement, nous avions commencé les travaux d'écriture, enfin de réflexion, de renouvellement de notre schéma, par une conférence qui a été à l'attention des élus, mais aussi des bibliothécaires, sur le titre de La bibliothèque, un atout au service d'un projet politique au bénéfice de tous les habitants. Conférence donc animée par M. Dujol, présent, qui avait lieu donc en février 2023. S'en est suivi des ateliers de concertation, 4 ateliers de concertation, qui ont réuni plus de 133 participants entre février et mars 2023, et une restitution donc, de ces journées de concertation en juin 2023. Donc, cette restitution a permis de mettre en évidence en fait 6 grandes orientations plébiscitées par vous lors de ces ateliers de concertation, puisque vous aviez exprimé votre souhait de voir une bibliothèque rayonnante, une bibliothèque innovante, une bibliothèque participative, une bibliothèque conviviale, une bibliothèque éco-responsable et une bibliothèque accessible. À la suite donc de cette restitution, il y a eu tout un travail d'écriture du schéma de juin, on va dire 2023 à mai 2024, qui a permis effectivement de dégager les grands axes. Donc ce travail d'écriture, il s'est appuyé d'une part sur la loi Robert, puisqu'on est reparti aussi des fondamentaux,
que rappelait cette loi, notamment sur les missions d'une bibliothèque départementale. On s'est également appuyé sur le bilan du premier schéma de lecture publique et sur vos productions lors des ateliers de concertation. Donc, trois axes ont pu être dégagés de ce travail de synthèse et d'analyse. Donc, un premier axe, asseoir la place des bibliothèques comme acteurs de développement et d'animation à part entière des territoires. Un deuxième axe, s'approprier sa bibliothèque, un lieu où on se sent chez soi. Et un troisième axe, relever le défi de la transition écologique et numérique. Pour vous dire, la volonté qui a prédominé pour définir ces grandes orientations de ce schéma, ça a été celle d'une vision d'un service public de la lecture publique, donc adapté aux réalités et qui répondent aux attentes des territoires tout en faisant quand même coïncider ces attentes avec les besoins et les moyens. Donc, trois grands axes qui ont pu être définis en 30 fiches actions. C'est pour ça que je ne vais pas vous présenter les 30 fiches actions, sinon je vous endors. Donc, on va rester sur les grands axes. Donc, le premier axe, asseoir la place des bibliothèques comme acteurs de développement et d'animation des territoires, on l'a décliné en deux objectifs principaux. La bibliothèque, un acteur culturel. Comme vous l'avez rappelé, les bibliothèques, elles se sont beaucoup transformées depuis une dizaine d'années. Elles ne sont plus exclusivement des lieux de lecture. Elles proposent aujourd'hui une large offre culturelle. Et c'est d'autant plus important dans les secteurs ruraux comme l'Aveyron, où les usagers n'ont pas forcément accès rapidement à un équipement culturel. L'idée, ce n'est pas forcément de se substituer à une programmation culturelle locale, mais bien de proposer une offre culturelle itinérante sur un territoire. Donc, pour parvenir à soutenir ce rôle d'acteur culturel que vous avez été que vous avez été nombreux à plébisciter quand même pendant ces ateliers, on va s'appuyer effectivement sur un certain nombre de dispositifs qui existent déjà. Alors, les dispositifs qui existent déjà, c'est le cinéma documentaire, le mois du film documentaire, c'est la lecture avec les tout petits en Aveyron. Hein, c'est le dispositif que vous connaissez peut-être aujourd'hui qui s'appelle Des livres et des bébés. Mais on va aussi s'appuyer sur des dispositifs nouveaux qui ont été expérimentés, notamment un cette année, en 2024, hein, avec Art Vivant Bibliothèque, pour accueillir la création de petits spectacles en bibliothèque, qu'on va poursuivre sur l'année 2025. Et puis, ce sera aussi travailler, favoriser le lien avec l'éducation nationale à travers l'éducation artistique et culturelle. Développer des parcours EAC à partir des bibliothèques. Ça s'est fait un petit peu cette année, on va le poursuivre et on espère le développer. Voilà. Donc l'idée, c'est bien sûr de vous accompagner dans vos projets culturels, d'accompagner les bibliothèques dans leurs projets culturels, donc en les soutenant et en étant vigilant, effectivement, avec une vigilance qui sera apportée, à proposer effectivement de façon équitable sur l'ensemble du territoire et en s'appuyant sur peut-être proposer plus aux territoires qui sont un peu plus éloignés des équipements culturels et qui n'ont pas forcément tous les moyens de proposer de l'action culturelle. Le deuxième objectif de cet axe, il s'ancre complètement dans les travaux du premier schéma. Hein, on a appelé ça des réseaux adaptés aux réalités territoriales. Le premier schéma a beaucoup travaillé à la structuration des réseaux intercommunaux. Donc, on va poursuivre ce travail de structuration et il sera aussi faire en sorte comment on poursuit effectivement ce travail, réfléchir à comment on poursuit ce travail de structuration des réseaux. Donc, le premier schéma, on a été beaucoup effectivement à chacun son réseau, c'est-à-dire à faire du cousu humain un petit peu. C'est pour ça que vous l'avez dit, Madame Prenne, on a aujourd'hui 15 réseaux intercommunaux ou communaux, enfin voilà, de lecture publique sur le département de l'Aveyron, tous avec des fonctionnements un peu différents, et ce qui permet effectivement un aboutissement plus ou moins grand du développement de la lecture publique sur le territoire. Donc l'idée à travers cet objectif, c'est de savoir, s'interroger, qu'est-ce qui fait réseau aujourd'hui?
comment on fait réseau, comment on travaille en réseau et comment la MDA, elle s'adapte aussi à ces différents réseaux et comment elle adapte son offre de service à ces différents réseaux. Donc ça, c'est un élément important. Euh, voilà, vous avez donc, ce sera 4 fiches actions. Et on aura des fiches actions qui concerneront effectivement l'offre de service de la MDA, comment est-ce qu'on l'adapte au réseau, et notamment notre desserte documentaire qui s'est, avec des modes de desserte qui se sont multipliés ces dernières années. Donc, à voir comment on poursuit sur ces modes de desserte documentaire ou pas, avec vous, en fonction des réseaux aussi. Comment on accompagne toujours les collectivités pour que les réseaux se développent. Il y a encore des zones, on va dire, des zones blanches, des zones où il n'existe pas de réseau, des zones où il n'y a peut-être pas forcément de bibliothèque. C'est comment est-ce qu'on travaille sur ça? Comment est-ce qu'on ne met pas les bibliothèques en concurrence les unes avec les autres? Comment est-ce que, voilà, les choses s'organisent au niveau d'un territoire? On a tous à y gagner finalement de cette mise en réseau, et c'est bien l'objectif de poursuivre, et c'est aussi ce que nous rappelle la loi Robert comme mission des bibliothèques départementales de travailler à la mise en réseau des bibliothèques sur un territoire. Alors sur le deuxième axe stratégique du schéma qui a pu être identifié, donc s'approprier sa bibliothèque, un lieu où on se sent chez soi, là il va s'agir de décliner en 3 objectifs principaux. Donc l'objectif, développer l'engagement citoyen en bibliothèque. Hein, là, c'est vraiment confirmer un des rôles premiers de la bibliothèque, qui est celui de contribuer à la construction du citoyen. Donc on le voit dans un monde en pleine mutation, hein, vous l'avez redit aussi, avec la multiplication des sources d'infos. Donc il faut pouvoir la vérifier, il faut pouvoir la trier, il faut aider l'usager à faire tout ça. Pour cela aussi, l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à désacraliser les bibliothèques. Hein, à faire en sorte que ce soit des lieux accessibles à tous et qui permettent à chacun de s'approprier, que chacun puisse s'approprier ce lieu et faire en sorte que les publics qui ne viennent pas aujourd'hui en bibliothèque se sentent légitimes d'y venir. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a imaginé aussi des fiches actions autour de la bibliothèque hors les murs. C'est comment est-ce qu'on va vers, c'est l'aller vers finalement, comment est-ce que les bibliothèques, elles vont vers les usagers qui ne viennent pas naturellement en bibliothèque. Voilà. Et puis, comment est-ce qu'on donne de la place aux usagers dans les bibliothèques? Donc, promouvoir la place des usagers en bibliothèque, peut-être par les comités de lecteurs, par d'autres systèmes aussi, les montées en compétences avec les réseaux, l'échange réciproque de savoir, les RERS. Voilà, ce sont les usagers aussi des choses à apprendre, à transmettre, et c'est bien s'ils peuvent se transmettre entre eux leurs compétences. Le deuxième objectif de cet axe stratégique, donc un lieu où on se sent chez soi, c'est faire en sorte que la bibliothèque soit un acteur local et inclusif. Voilà. Euh, on sait qu'en France, on a à peu près 17% de la population qui est inscrite dans une bibliothèque. En Aveyron, je crois qu'on est un tout petit peu en dessous. Donc l'enjeu, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut rendre visibles aussi les bibliothèques sur les territoires. Comment est-ce qu'on peut favoriser le travail en complémentarité avec les autres acteurs du territoire pour augmenter peut-être la fréquentation dans les bibliothèques, proposer des choses nouvelles aux habitants ensemble. Comment est-ce qu'on fait des bibliothèques des lieux inclusifs où chacun va pouvoir s'y retrouver dans ses goûts, ses envies, ses besoins. Alors tout ça va être à l'appui aussi de la politique documentaire, entre autres, mais pas exclusivement, aussi en fonction des actions qu'on pourra proposer dans les bibliothèques. Et puis on a un enjeu qu'on a identifié et que vous avez tous identifié lors des ateliers de concertation, c'est celui de la jeunesse. Voilà, même si on n'a peut-être pas tout le monde, c'est vraiment une problématique que tout le monde se pose au niveau national, mais bon, il convient quand même de proposer des actions pour essayer d'attirer effectivement la jeunesse en bibliothèque. Donc, on a des atouts, on a une offre numérique qui est disponible, voilà. Et c'est comment est-ce qu'on peut la valoriser aussi auprès de ces jeunes. Voilà. Quelle action on peut faire
pour que le jeune public puisse venir. Voilà. Et on s'appuiera effectivement sur la transversalité, nous, avec les services du département, puisqu'on a des services du département en interne qui travaillent auprès de la jeunesse. Hein, il y a les collèges, et puis on pense à l'Assemblée départementale des jeunes. Donc il y a quand même des outils, des possibilités pour que ça puisse effectivement aboutir peut-être à faire venir quelques jeunes en bibliothèque. Le troisième axe, qu'on a appelé rechercher le bénévole 4.0. Alors, on n'était pas très ambitieux parce qu'il paraît que maintenant, on est monté à 11.0. Je sais pas, on aurait pu dire 12.0. Mais en tout cas, c'est bien celui du bénévolat en bibliothèque. Ce qu'il faut savoir, et on le rappelle souvent, c'est que les bibliothèques, en fait, elles peuvent souvent exister grâce au bénévolat. Donc, c'est 80% plus de 80% de bénévoles en bibliothèque. Donc, si on a aussi un maillage aussi important sur le département du réseau de lecture publique, c'est parce qu'il y a un engagement très fort des bénévoles. Ces bénévoles, il faut pouvoir les valoriser, les accueillir, les former, parce qu'ils ne sont pas tous issus du métier du livre. Et aujourd'hui, vous avez vu, les bibliothèques, c'est pas simplement des lieux de lecture, c'est aussi des lieux de culture qui vont proposer autre chose. Donc, il faut accompagner les bénévoles sur de nouvelles compétences, de nouvelles habilités, hein, que ce soit sur l'animation culturelle ou sur le numérique aussi. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a des offres numériques et il faut pouvoir être en capacité de les présenter au public, d'être à l'aise soi-même avec le numérique, etc. Et puis vous savez aussi, mais ça c'est un enjeu qui est pour tous, c'est le bénévolat. Euh, c'est difficile. Aujourd'hui, on a une crise du bénévolat un peu généralisée. Donc c'est comment on fait pour attirer effectivement des personnes aujourd'hui pour venir animer ces réseaux de lecture publique qui viennent en bibliothèque, pour qu'ils puissent venir en bibliothèque, donner de leur temps. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra travailler avec vous. Effectivement, on s'appuiera sur vous. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que département? On va y réfléchir ensemble pour pouvoir avancer sur cet objectif. Le troisième axe, on n'a pas pu, voilà, c'est tellement important aujourd'hui, relever le défi de la transition écologique et numérique. On sait que la préservation effectivement de notre environnement, c'est une préoccupation majeure de nos sociétés. Euh, On pourrait dire qu'historiquement, les bibliothèques, elles sont vertueuses au niveau écologique parce elles prêtent des documents et à plusieurs personnes. Donc, on n'est pas dans l'achat individualisé, on va dire, d'un ouvrage. Mais ceci dit, on a quand même à s'interroger aussi sur le développement durable en bibliothèque, notamment sur nos bâtiments. Est-ce qu'ils sont vertueux, eux? Est-ce qu'ils ne sont pas trop consommateurs d'énergie? On a aussi sur les équipements, comment on fait? On utilise du plastique pour couvrir les livres, pour les protéger. Voilà, c'est des interrogations. Comment on fait? Est-ce qu'on continue de couvrir les ouvrages ou pas? Ça, c'était voilà. Et puis, on a tous les flux. Comme je disais tout à l'heure, hein, la desserte documentaire a beaucoup augmenté. Donc, on peut s'interroger, effectivement, aujourd'hui aussi, sur les flux pour les livraisons de documents, etc. Et puis, on a une responsabilité aussi en tant que bibliothèque de formation du citoyen et peut-être de voir avec lui à comment on le sensibilise au développement durable à travers nos collections ou à travers les actions qu'on peut proposer. C'est un sujet important. Aujourd'hui, il y a des formations autour du développement durable en bibliothèque. Beaucoup de bibliothèques départementales aussi s'interrogent, hein, comme je disais, sur cette question écologique, voilà, et notamment de la couverture des livres, etc. Donc, le deuxième objectif, donc, ce sera effectivement de favoriser l'intégration du numérique en bibliothèque. C'est un peu la même chose, hein. On voit que dans notre monde, la place du numérique prend une place très importante, voilà, de plus en plus importante, et que c'est important pour les bibliothécaires
enfin voilà, pour tout le monde de s'adapter à ces nouveaux usages. Et on voit que nos bibliothèques, comme je disais, elles sont soutenues par un réseau de bénévoles. Et parfois, ben, on n'est pas tous, mais même des professionnels, on n'est pas tous aguerris avec le numérique. C'est des nouveaux, parfois des nouveaux usages qui sont difficiles pour nous, pour tous. Donc, c'est comment est-ce qu'on va travailler ensemble pour que eh ben, ce soit plus facile à l'arrivée pour tout le monde. Voilà, avec un certain nombre d'actions. Donc, vous voyez, on a sur le portail des médiathèques avéronaises, c'est aussi comment on se met en conformité, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, comment on se met en conformité pour faciliter l'accessibilité numérique des personnes. Voilà, voilà. Est-ce qu'on n'a pas trop de clics quand on veut aller voir quelque chose? Est-ce que les personnes identifient rapidement les chemins d'accès à l'information? C'est pas simple. On a un enjeu dans le numérique qui est aussi celui de, ben, comme on disait tout à l'heure, de l'éducation aux médias et à l'information. Comment est-ce qu'on peut déjouer? Comment est-ce que l'information, comment est-ce qu'on la prend? Comment est-ce qu'on la trie? Comment est-ce qu'on la vérifie, etc. Ça, c'est des enjeux de société très importants aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup de fake news qui circulent. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de savoir effectivement le vrai du faux? On a les bibliothèques aussi, on voit qu'il y en a beaucoup qui sont acteurs de la lutte contre l'électronisme. C'est-à-dire que ben, il y a les bibliothèques, souvent, c'est le seul lieu où la population va pouvoir trouver des fois un ordinateur connecté. Et parfois, les gens vont demander effectivement aux bénévoles ou aux bibliothécaires de ben, comment est-ce que je fais pour accéder à tel ou tel site ou tel portail, etc. Donc, on a vraiment à travailler là-dessus. Comment est-ce qu'on accompagne cette mission de lutte contre l'électronisme? Et puis, tout n'est pas rejeté dans le numérique. Il y a des belles choses, et notamment déjà pour travailler collectivement entre nous. Hein, quand on parle des outils numériques de travail collaboratif, c'est comment est-ce que ça nous fait gagner du temps quand on veut développer des projets ensemble. On peut effectivement utiliser des outils aujourd'hui qui nous permettent, bah, comme aujourd'hui, vous voyez, on peut être en présentiel ou en visio, on peut faire des réunions à distance, on gagne déjà en trajet, mais on gagne aussi en efficacité en ayant des sites où on va avoir l'information sur un même lieu, etc. Donc ça, c'est pour travailler aussi avec les acteurs du territoire. Et puis, dans les belles choses, c'est aussi bah, c'est un facteur d'attractivité, le numérique, et notamment, comme on disait, pour la population jeune, mais pas exclusivement. C'est aussi une façon d'aller vers l'usager au plus près. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ils peuvent toujours avoir accès à certaines collections via le numérique. Donc, c'est très important. Et puis, on a travaillé depuis plusieurs années à la base unique, hein, qui est un catalogue commun entre les bibliothèques qui sont sur le même logiciel. Et ça permet effectivement, bah, ça facilite l'usage, les usages, et les habilités professionnelles, puisqu'on peut partager nos pratiques, on peut partager des choses très techniques qui sont déjà sur la base unique. Et puis, bah, l'usager aussi, il peut y trouver un compte, puisqu'il peut faire des réservations en ligne, effectivement, de documents, etc. Donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait face à ce défi du numérique aujourd'hui dans nos bibliothèques, ne pas le rejeter, ne pas en avoir peur, l'apprivoiser, et puis en même temps, tout en sachant que, effectivement, tout n'est peut-être pas très bon, mais comment on fait pour que ce le soit. Alors voilà globalement un peu les trois axes stratégiques du schéma. Donc je ne suis pas rentré dans le détail des fiches actions. Vous avez des schémas sur la table, vous pourrez vous en prendre pour ceux qui n'ont pas eu la destination. Et je vais laisser maintenant la parole à Monsieur Dujol. Beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, un remerciement au département pour son invitation et un remerciement très chaleureux à la médiathèque départementale qui a un sens de l'accueil et de la disponibilité assez remarquable et je tiens vraiment à les remercier. C'est toujours un vrai plaisir de venir en Aveyron parce qu'on est toujours très très bien accueillis.
Euh, Beaucoup de choses viennent d'être dites dans le schéma qui vous a été présenté, et notamment, on va essayer d'aborder aujourd'hui cette question des droits culturels que j'avais évoquée il y a 1 an et demi dans la présentation de manière assez succincte, hein, mais dans ce qui vous a été présenté aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui font écho à ce que sont les droits culturels. Alors, les droits culturels, c'est une notion assez abstraite et qui n'est pas toujours très simple à rendre opérationnelle. C'est l'un des grands défis, hein, des droits culturels. Mais les droits culturels figurent dans la loi bibliothèque et donc du coup nous demandent notamment dans notre action de garantir l'exercice des droits culturels de chaque citoyen. C'est pas du tout anodin, hein, puisque c'est inscrit maintenant dans le cadre légal, et donc nous devons nous interroger sur quelle est cette notion et puis comment au final arriver à mettre quelque chose en œuvre autour de cela. On va peut-être, je vous propose d'intervenir en deux temps. Je vais sortir juste mon téléphone, non pas pour répondre à mes appels, mais pour gérer le timing. Très bien, ça marche. Euh, D'abord, on va éclaircir la notion de droit culturel. Je vais essayer de vous la rendre la plus claire possible, parce qu'elle est complexe. Et puis ensuite, on verra un tout petit peu au regard de ce que vient d'être présenté, comment on peut enclencher et aller vers cette question des droits culturels. Déjà, peut-être souligner quelque chose qui est assez remarquable dans le schéma qui a été présenté, c'est les toutes premières pages énoncent un principe qui est au cœur même des droits culturels, c'est-à-dire que la bibliothèque, entend la culture comme un droit fondamental de l'individu. Alors qu'on dit souvent que la bibliothèque, c'est le lieu de la collection. Non, la bibliothèque, elle est au service d'une population et donc elle est là pour garantir un droit fondamental qui est celui de la culture auprès d'une population. La collection, c'est un moyen de garantir ce droit fondamental. Et donc énoncer dès le départ que la culture est un droit humain fondamental, c'est tout de suite placer la réflexion et la démarche autour de l'individu et de l'humain, et non pas simplement autour de la collection. Vous avez bien compris la subtilité, hein, il y a toujours besoin de collection dans les bibliothèques, mais ce n'est pas la finalité, nos rayons. Hein. La finalité, c'est les personnes, la population que nous avons devant nous et qui reconnaît dans la bibliothèque, eh bien, tout simplement ce lieu qui va garantir ce droit fondamental. Et donc, la question de droit culturel, c'est bien cela qu'elle convoque, et elle est rentrée, je viens de vous l'indiquer tout à l'heure, dans le cadre légal français, la législation française, d'abord par une première loi très importante, qui est la loi NOTRe de 2015, la nouvelle organisation territoriale de 2015, dont l'article 103 eh bien, donne une responsabilité aux collectivités territoriales, mais aussi à l'État, autour des droits culturels, en disant vous devez veiller à ce que ce droit fondamental soit bien respecté dans les politiques et les dispositifs que vous mettez en place. Ce n'est pas anodin. C'est rentrer dans le cadre. On n'est plus dans des principes moraux ou éthiques. On est vraiment là dans un cadre légal qui a été donné et qui a été conforté. Et c'est l'une des puissances de la loi bibliothèque portée par Sylvie Robert, qui est de dire que les bibliothèques doivent garantir, on verra qu'il y a 3 mots importants, qui est participation, diversification et droit culturel. Donc on doit s'interroger sur comment on peut aller vers ces droits culturels. Les droits culturels, ils ont été énoncés dans une déclaration qui s'appelle la Déclaration de Fribourg, un texte de 2000, j'ai un doute, 2017 ou 2007, excusez-moi, j'ai le cerveau qui dysfonctionne, peu importe, la Déclaration de Fribourg qui, eh bien, tout simplement décline tous les droits culturels. Hein, il y a 8 droits culturels. Alors pourquoi hein? C'est parce que tout simplement, pour aller très très vite, les droits culturels est le fruit de différents traités et pactes internationaux, et notamment au sein de l'UNESCO sur la diversité et le pluralisme culturel, et qu'il y avait, vous savez, quand on signe des traités ou des pactes internationaux, elles obligent l'État signataire à développer des actions en ce point. L'Union européenne a souhaité à ce que les droits culturels soient inscrits dans le cadre de la loi européenne, a demandé à un groupe de travail de la société civile
qui était notamment Patrick Meyerbeach, qui est un universitaire à Fribourg, d'où la déclaration de Fribourg, de travailler et de proposer un texte de loi. Et ce texte de loi n'a pas été adopté au sein de l'Union européenne parce que tout simplement, reconnaître la diversité des cultures et de les garantir, il y avait des États de l'Union européenne, je pense à la Hongrie ou à la Pologne notamment, qui ne voulaient pas en entendre parler, notamment reconnaître que la culture LGBT+, elle est tout à fait reconnaissable et on doit la garantir. Et il n'y a pas eu d'unanimité, donc le texte n'a pas été proposé. Mais la déclaration est restée. Donc les droits culturels, c'est la déclaration de Fribourg, mais qui finalement est rentrée dans le cadre légal, puisque nous l'avons maintenant dans la loi NOTRe. Alors, que nous dit les droits culturels? Alors, si vous lisez la déclaration de Fribourg, il faut s'accrocher aux branches, hein, parce que Patrick Meyerbeach est un philosophe. Les philosophes, c'est très intéressant, mais ça parle quand même une langue un peu aride. Je vais essayer, moi, de vous la proposer d'une manière intelligible. Et je crois que la première chose qu'il faut retenir, c'est que les droits culturels énoncent un principe extrêmement important, c'est que chaque individu est un être de culture, nous tous. Et cet être de culture, il est le fruit tout simplement de nos interactions sociales, les gens avec qui on dialogue, qu'on a rencontrés, les parcours que nous avons eus. Elle est issue aussi de d'où nous venons. Hein, notre famille, nos racines, où nous avons grandi, où nous habitons aujourd'hui. Elle est issue aussi des traditions et puis de l'éducation. Tout ça fait que nous sommes tous des êtres de culture. Nous avons tous des références culturelles et nous nous définissons par tout simplement ces références culturelles. Et donc, les droits culturels, ce n'est pas un droit d'accès à la culture, c'est d'abord reconnaître que chaque individu est un être de culture. D'où commencer le schéma par affirmer que c'est un droit humain. C'est exactement ça, c'est reconnaître que chaque habitant de votre département est un être de culture. Bien. Et deuxième principe qui est très important, si je suis un être de culture, c'est moi qui décide ce qui fait culture pour moi. Et là, c'est très important, c'est-à-dire qu'on pourrait vous dire, mais lisez ça, c'est super intéressant, regardez ceci, vous allez adorer. Peut-être que je vais effectivement prendre le livre ou le DVD, mais c'est bien moi qui vais décider. C'est oui ou non, je vais le lire, et c'est oui ou non, je vais considérer que ça fait culture pour moi. C'est important parce que on a un rôle de prescription et de médiation, évidemment, mais c'est toujours l'individu qui choisit, quand il est dans un espace de liberté, ce qui fait culture. Ça nous apprend l'humilité. Notre métier est indispensable, mais nous sommes humbles. C'est comment un être de culture peut véritablement décider ce qui fait culture pour lui. Ensuite, c'est le principe de l'égale dignité des cultures. Alors, en fait, le raisonnement est assez simple, hein, Déclaration universelle des droits de l'homme, qui énonce l'égale dignité des personnes. Donc, chaque individu est égal en dignité, doit être donc traité de la même manière. Si on considère que chaque personne est un être de culture, donc, toutes les cultures sont égales en dignité. Et donc, encore une fois, et je le dis souvent, si moi je suis plutôt fan de la collection Harlequin, de Guillaume Musso ou d'un grand traité de philosophie, les trois références culturelles sont égales en dignité, pas forcément en qualité, mais on ne dit pas ça. On dit qu'elles sont toutes égales en dignité. Donc, quelqu'un qui vient me voir et qui me demanderait quelque chose sur la collection Harlequin, eh bien, elle est autant digne, cette demande, que celui qui veut lire un grand traité de philosophie, parce que c'est bien l'être de culture qui est devant moi, et que si je lui dis « Oh, vous savez, ça quand même, ça vole pas très haut », je suis en train de dire à cette personne qu'elle ne vole pas très haut. Donc, c'est bien un être de culture que j'atteins dans ce discours-là. Donc on voit bien ce cheminement et que quand on parle de culture, un droit fondamental humain, c'est bien la question de l'humain, être de culture, qui est posée. Aussi, quand on parle de droit culturel, c'est aussi l'idée qu'il faut agir pour le pluralisme. Donc les droits culturels, ce n'est pas qu'une posture intellectuelle, c'est de l'action. C'est des fiches actions, notamment. Et c'est pas anodin. Et peut-être faire une petite subtilité de définition entre diversité et pluralisme. La diversité, c'est un constat. C'est le constat d'une variété culturelle, sociale, au sein d'une société.
On le constate. Oui, il y a une diversité sur nos territoires. Point. Le pluralisme, c'est une volonté politique de mettre en relation cette diversité culturelle. Et on voit bien qu'on peut tout à fait constater une diversité culturelle, mais être dans le pluralisme, c'est le cas des bibliothèques, c'est comment je mets en action et comment cette diversité culturelle, elle est d'abord respectée, et comment aussi je fais rencontrer la diversité culturelle. C'est la richesse, tout simplement, des populations d'un territoire. On n'est pas monolithique, on l'a vu. Eh bien, on peut faire le constat d'une diversité culturelle, mais il peut ne pas y avoir de pluralisme. Je constate une diversité culturelle dans mon territoire, mais chez moi, c'est plutôt cette culture qui va être mise en avant. Mais, mais le pluralisme ne peut pas exister non plus sans diversité. Et donc, quand on donne comme mission aux bibliothèques d'être des bibliothèques pluralistes, c'est bien cette volonté de montrer la diversité et de la mettre en dialogue. Et c'est ça qui définit les droits culturels, puisque les individus sont des êtres de culture, autant les mettre en dialogue autour de leur culture. Et donc, on va considérer qu'un être de culture, eh bien, ça implique des droits, ces fameux droits fondamentaux. Alors, il faut regarder de bas en haut. Ce droit, c'est d'abord le droit que je puisse accéder à mes références culturelles. Encore une fois, et donc quand on veut essayer de réfléchir à une bibliothèque qui veut permettre l'exercice des droits culturels, c'est comment ce qu'elle va proposer en collection, en animation, programmation culturelle, elle est représentative d'une diversité. Et donc, que chaque individu dans ce territoire se dit, mais quand je vais à la bibliothèque, je me sens représenté, donc je peux trouver quelque chose qui peut m'intéresser. C'est le premier droit absolu. Le second, c'est est-ce que je peux, au sein de cette bibliothèque, exprimer, tout simplement, mon identité culturelle. Alors, c'est le terme employé par la déclaration, mais la notion d'identité a été un tout petit peu tordue par les débats politiques. Donc, quand on dit identité culturelle, ça résonne tout de suite selon une couleur politique. Nous, on parle plutôt en France de référence culturelle, mais il n'y a pas de problème. On est bien derrière ces questions-là. Donc, est-ce que je peux y accéder? Et est-ce que je peux tout simplement la partager avec d'autres? Et puis, troisième point, troisième niveau, c'est finalement, est-ce que je peux participer à la vie de cette bibliothèque pour que tout simplement je puisse aussi être un acteur du développement de la diversité et du pluralisme. Et on voit bien la graduation qui est proposée, accéder, partager, participer, co-construire. Et on considère que quand on a les trois, on arrive vers une notion qui est un peu floue encore, qui s'appelle la capacité. Qu'est-ce que c'est que ce truc? La capacité, je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec la culture. J'ai le permis de conduire, j'ai donc la capacité de conduire, mais je n'ai pas de voiture. Donc tout ce que peut me donner comme bénéfice, aller visiter, aller travailler, bouger, je n'ai pas cette capacité. Eh bien, on considère que juste donner accès, c'est donner un peu de la capacité, mais il faut tendre vers la capacité. C'est comment quelqu'un qui vient dans la bibliothèque se sent représenté, mais se sent aussi développer des capacités pour pouvoir dire, mais je suis aussi un être qui a sa place dans la société. Et la preuve, c'est qu'à la bibliothèque, on m'a totalement donné cet espace pour faire cela. C'est comment j'arrive à tirer bénéfice de la culture qui me donne une capacité à agir. Vous comprenez que les droits culturels, finalement, c'est un peu subtil. C'est à l'interstice du je, moi, ce que je suis, et du nous, nous tous, la population. Et on voit que c'est un équilibre très fragile. Parce que si je donne que le sens à l'individu, on est dans l'individualisme. C'est moi qui compte, je m'en fous des autres. Mais de l'autre côté, si je mets trop sur le tout le monde, le coopératif, moi en tant qu'individu, est-ce que je trouve ma place dans ce collectif? Et donc, on voit bien que les droits culturels, c'est un équilibre un peu compliqué, cette petite interstice où je suis moi dans un collectif et je me sens moi parce que je suis dans un collectif sans vouloir que tout le monde me ressemble et sans que le tous me demande de ressembler à ce qui est derrière. Et donc, on dit que les droits culturels, c'est la mise en dialogue des cultures, c'est reconnaître la diversité, c'est comment on construit à partir de chacun une identité collective. On se sent aveyronné, mais on se sent aussi d'autres racines.
C'est ça hein, qui est important. Et surtout, parce que les droits culturels sont attaqués hein, très sévèrement intellectuellement. Il y a des débats, il y a même une controverse française. La France a été particulièrement dure avec la notion des droits culturels. En disant c'est le communautarisme. Ah oui, mais alors si on dit au nom de mon identité culturelle, alors il faut respecter non, puisque c'est le dialogue, c'est la mise en dialogue des cultures, et c'est ta culture qui a raison. Ce n'est pas donc le culturalisme. Au nom de mon identité culturelle, alors moi je ne ferai pas ça. Ce n'est pas ça, les droits culturels. Ou en tout cas, si on le fait, on n'est plus dans les droits culturels. Ce n'est pas non plus l'essentialisation, de ne pas réduire l'individu à une identité. C'est beaucoup plus complexe que cela. Je suis conférencier, universitaire, bibliothécaire. J'adore le vélo, j'adore la randonnée, j'adore manger. Voilà, je suis multiple. Hein, on est bien d'accord. Et on voit bien qu'on peut vite m'essentialiser à la fonction que vous avez devant vous derrière cette question-là. Et puis le relativisme, c'est le plus dur. Alors si tout se vaut, donc on abaisse le niveau. Mais non. Le relativisme, c'est pas baisser, c'est pas la baisse de la qualité. C'est juste dire que toutes les cultures sont dignes et qu'elles ont toutes leur place. C'est ce que les sociologues des années 60 avaient défendu, hein, notamment Bourdieu, et puis aussi Richard Hogarth, sociologue anglais, qui avait écrit un livre fondamental qui était La culture du pauvre n'est pas pauvre. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Et Bourdieu disait, mais si je considère que Sheila et Ringo, c'est une œuvre majeure de l'humanité, j'ai le droit de penser que c'est une œuvre majeure de l'humanité. Et on peut ne pas être d'accord, ça, c'est pas un problème. Bien. Au final, quand on parle d'une bibliothèque à hauteur d'usager, ben vous l'avez compris, c'est tout d'abord une bibliothèque qui essaie d'avoir une approche qui est centrée sur l'utilisateur. Est-ce que la bibliothèque que je vais proposer va faire sens aux habitants que j'ai devant moi? Et est-ce qu'elle va faire sens, ça a été évoqué, à ceux qui ne viennent pas nous voir? C'est intéressant de savoir mais pourquoi ils... Parce que évidemment qu'on est dans la pluralité hein, dans les bibliothèques, évidemment qu'on y est. Et pourquoi le public ne perçoit pas toujours qu'on est de ce lieu du pluralisme? C'est intéressant quand même à se poser comme question. Donc, à hauteur d'usager, c'est d'essayer de se mettre à la hauteur de l'usager. C'est aussi dire que la bibliothèque, c'est un lieu d'exploration culturelle. Tu as ta place, ta référence culturelle, elle est là, mais moi, mon travail, c'est d'essayer de te proposer d'autres chemins. Et c'est toi qui décideras de savoir si tu vas le prendre ou pas. Je te propose un autre livre, tu le lis, il t'a pas plu, eh ben tant pis. Ça conforte que tu aimes la collection Harlequin. Mais tu as vu qu'il y avait autre chose qui existait aussi, c'est toi qui décides. Mais quand on n'a pas la possibilité d'un chemin, quand tout d'un coup on dit il n'y a pas ça à la bibliothèque, c'est fini. C'est-à-dire que tout d'un coup, le possible que peut représenter la bibliothèque ne peut pas être impossible puisque je ne suis pas reconnu dans un premier temps. Et puis, je redeviens à l'autodéfinition culturelle, c'est-à-dire que eh bien, chacun a le droit de définir sa propre culture. Être à hauteur d'usager, c'est se mettre à la hauteur des gens qui sont devant nous. Et est-ce que ce que nous proposons fait écho à ce qu'ils sont et non pas à ce que nous voudrions qu'ils soient? Et quand quelqu'un vous dit « moi, ça me barbe les livres », il a toute sa place à la bibliothèque. Toute sa place. Sinon, on ne donne plus accès au savoir, à l'information et au loisir. Alors quand même, quand on parle de l'usager, il faut quand même s'interroger. L'usager, c'est quoi en fait? Je mis loin des yeux, près du cœur. Les usagers, on en a plusieurs types. On a l'usager qui est inscrit, c'est l'abonné. On dit le lecteur. Mais vous voyez, quand on dit le lecteur, on essentialise. Moi, je ne suis pas lecteur, donc je n'ai pas ma place. Mais rien que le mot qu'on emploie essentialise un tout petit peu le service qu'on va proposer, même si effectivement, on n'est pas que pour les lecteurs, mais quand on dit j'ai tant de lecteurs, ben, vous êtes déjà en train d'expliquer aux gens qu'il faut que l'être de culture lise. Et donc, on voit bien que ce n'est pas du tout anodin comme terminologie. L'usager séjourneur. Le séjourneur, c'est l'UBNI, UBNI, l'usager de bibliothèque non identifié. Il rentre, il s'assoit, il pique un roupillon, il repart. Voilà. Pourtant, c'est un utilisateur de la bibliothèque, parce qu'il n'est pas allé piquer un roupillon au bar, ou au Starbucks Café, ou au McDo. Hein. Il est venu à la Bible. Et c'est pas quand même anodin comme histoire. Et puis nous avons l'habitant, c'est celui qui ne vient pas, c'est la majorité. Bien. Quand on dit en vue de bibliothèque à hauteur d'usager, c'est lequel que nous voulons?
Est-ce que nous voulons parler aux habitants qui intègrent tout le monde ou est-ce qu'on veut parler qu'à nos lecteurs, pour reprendre le terme? Tout est légitime. Je ne suis pas en train de dire qu'il y en a un qui est moins bien, un qui est mieux. C'est du moment où vous assumez, on ne peut pas se dire à la fois je veux ou pas. Et c'est pour ça que j'ai repris quelques petites pastilles qui sont issues de votre schéma. Quand on dit la bibliothèque, un acteur local et inclusif, eh ben, lequel en fait, de l'usager vous voulez. Quand je dis tous usagers des bibliothèques, eh ben, quand je dis lecteur, ben non, je ne suis pas en train de dire tous, je suis en train de dire lecteur. Et quand je dis l'ado, on est schizo avec les ados. Il vient pas, on pleure. Il est là, on pleure. Qu'est-ce qu'on veut? On veut l'ado ou on ne le veut pas? Ou quel ado on veut dans la bibliothèque? Qu'est-ce qu'on veut lui proposer? C'est des questions tout à fait légitimes. Et si je vais être à hauteur de l'adolescent, à hauteur duquel? Moi, si on me dit je veux que l'ado qui lit, ben, ma foi, c'est clair, c'est légitime, et vous allez développer tout ce qu'il faut pour bien l'accueillir. Mais vous dites je veux l'ado que je ne vois pas, et qui vous dit j'aime pas lire, est-ce que vous allez considérer que c'est un aide de culture et tout ce qui va derrière qui est posé? Je taquine, hein, on est d'accord, mais c'est ça la grille de lecture des droits culturels. C'est d'interroger, en fait, ce qu'on va là derrière. Vous voyez, ça, c'est une animation très développée, c'est pas sur votre territoire, hein, très développée, j'ai fait gaffe quand même, sur les animations. Bébé lecteur. Où vous avez vu un bébé lecteur dans la vraie vie? En fait, ce n'est pas des bébés lecteurs, l'animation. Si on raconte des histoires aux plus jeunes. Mais vous comprenez que ce n'est pas tout à fait la même chose pour le public. Quand quelqu'un qui est très à l'aise avec l'écrit, le livre, qui est dans un univers de lecture, on lui dit bébé lecteur, mais ça lui parle tout de suite. Vous êtes dans des familles qui sont plus en difficulté avec la lecture, et qui ne sont pas très à l'aise avec la lecture. Vous leur dites bébé lecteur, ils disent mais moi mon bébé il lit pas. Alors que si on lui disait juste, c'est pas bébé lecteur, c'est une heure où on vous raconte des histoires. Et vous comprenez que ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, quand on dit bébé lecteur, on se focalise sur l'objet qui est le livre. Or, on doit se focaliser sur l'individu. On veut que tout le monde vienne écouter des histoires à la bibliothèque. Et pourtant, quand je dis bébé lecteur, j'essentialise un tout petit peu, même si il n'y a pas de mauvaise intention de notre part. Hein. On est bien d'accord, on est plutôt bienveillant. Et pourtant, dans les mots que l'on emploie, on injecte, on envoie des signaux à des populations qui vont penser qu'ils ne seront pas légitimes dans cette bibliothèque parce que, voilà, c'est pas leur élément. Alors tout ça, on dit qu'il faut réhumaniser les services, c'est-à-dire que tout d'un coup, quand on dit qu'il faut que la bibliothèque arrête de se présenter comme un lieu de collection, et je l'avais indiqué lors de la conférence en février de l'année dernière, il faut se définir comme un lieu de vie, le lieu où dans la vie des individus on est présent dans ce cheminement, c'est fondamental. Et donc quand on dit réhumaniser, les droits culturels, ça nous permet de réhumaniser la perception du service public, parce qu'on remet l'individu au cœur de la problématique. Sauf que c'est compliqué parce que notre histoire est très très lourde, l'histoire culturelle en France. Je vais aller très rapidement. Mais on a la chance d'avoir le pays, d'avoir le premier ministère de la Culture, 1959, Malraux. Pour la première fois, un pays se dotait d'un ministère de la Culture. C'est fondamental. C'est-à-dire qu'on a envoyé un signal au monde que la culture, c'est de la politique publique. C'est fondamental. Il n'y a pas de ministre de la Culture aux États-Unis, encore moins là maintenant. Mais il n'y en a pas, quoi qu'il en soit. Et ce n'est pas anodin du tout. Ça veut dire qu'on considère que la puissance publique, elle est là aussi pour garantir ce dont on parle. Malraux, lorsqu'il a créé son ministère de la Culture en 1959, eh bien, il avait énoncé que la France devait donner accès aux grandes œuvres de l'humanité et faire rayonner la France par la culture. Donc, il y avait De Gaulle derrière, et on sent bien la force de la vision. Donc, il parlait de la démocratisation culturelle. Bien. Mais quand même, quand on dit les grandes œuvres de l'humanité, on a impulsé une politique culturelle en France dont on est encore tributaire, c'est la qualité de l'offre. La qualité de l'offre. Et quand je disais la collection Harlequin, si je suis le raisonnement de Malraux, ça n'a pas sa place à la bibliothèque. Qualité de la culture. Mais c'est problématique. Et la démocratisation culturelle n'a pas eu les résultats qu'on souhaitait, du tout.
et d'ailleurs les sociologues l'ont très vite critiqué. Je vous ai évoqué Richard Hogarth et Bourdieu, qui parlaient même de violence institutionnelle en disant que, eh bien, quelquefois, la manière dont on va présenter, on induit une violence auprès des populations, bébés lecteurs, par exemple, ou la manière dont on va nommer un lieu. Quand je nomme une bibliothèque qui va s'appeler la parenthèse ou la bulle, c'est pas tout à fait la même chose quand je dis bibliothèque Simone de Beauvoir ou bibliothèque Albert Camus. J'entends bien, hein, mais quand même, hein, il y a quelque chose qui est énoncé dans ce principe-là. Du coup, lorsque en 81, Mitterrand est élu président de la République et que Jack Lang arrive au ministère de la Culture, il comprend que la question de la qualité de l'offre, ça va pas. Donc, il fait une proposition en disant qu'il faut travailler plutôt la démocratie culturelle. Dans la démocratie, toutes les cultures ont leur place. C'est bien plus intéressant comme approche. Donc, la médiation culturelle prend le dessus. Il faut faire de la médiation, mettre en dialogue les cultures. C'est la fête de la musique. Très critiquée, la fête de la musique. Relisez des articles de Libération de l'année où la fête de la musique, on dit, mais alors si maintenant chanter Francis Cabrel comme une casserole dans la rue, c'est de la culture, ben merci. Mais oui, c'est de la culture. C'est-à-dire que c'est un être de culture qui a envie de partager quelque chose là-dessus. Comme si la musique, au sens noble du terme, c'était dans la salle de spectacle et non pas dans la rue. Donc c'était difficile. Et puis, c'est la réintroduction de l'éducation, l'EAC, dans les écoles, hein, puisqu'on l'avait là-dessus. Et puis, on est arrivé vers ce qu'on appelle les droits culturels, qui est en train de dire, mais finalement, ce n'est pas la qualité de l'offre qui devient fondamentale. Enfin, excusez-moi, la qualité de l'offre, elle est importante. Hein. Il ne s'agit pas de la minimiser, pas du tout. C'est la média, mais c'est surtout de reconsidérer que c'est l'individu et que une bibliothèque qui n'a pas d'utilisateur n'a pas de valeur. C'est à valeur ajoutée de la bibliothèque, elle est humaine à la fois parce qu'il y a des bénévoles et des salariés, mais aussi parce qu'il y a une population. Et donc, avoir la plus belle bibliothèque, la qualité d'offre maximale avec personne dedans, mais on n'est pas du tout dans la démocratie culturelle, enfin, pas du tout. Et donc, on a glissé vers cette question des droits culturels. Mais le poids de la qualité de l'offre est encore extrêmement présent dans nos métiers. C'est notre histoire. Dans les années 80, on va proposer des BD. Est-ce qu'on doit mettre des BD entre les mains des plus jeunes? Ça nous paraît complètement fou aujourd'hui. Le manga arrive. Est-ce qu'on doit mettre des mangas dans les bibliothèques? Le jeu vidéo. Mais est-ce que le jeu vidéo a sa place dans la bibliothèque? Internet, dans le début des années 90. Mais est-ce que les bibliothèques doivent donner accès à Internet? On recommence éternellement le même débat. Est-ce que c'est légitime? Les questionnements sont légitimes. D'accord. Mais une sorte de procès de légitimité, parce que tout d'un coup, ça ne serait plus dans une qualité d'offre, on voit bien que on arrive à avoir 13-14% d'une population inscrite. Quand on voit l'effort qui est fait en argent public sur les bibliothèques, réseau, qualité, formation, et combien on impacte sur les populations, il faut quand même se poser la question. C'est pas parce qu'on fait mal le travail, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Bref, les droits culturels, vous l'aurez compris, ce ne sont pas des objectifs. On ne dit pas les objectifs, et ce n'est pas du tout le cas ici, le plan que vous dites, schéma directeur, ne dit pas notre objectif, c'est les droits culturels. Pas du tout. Hein, je ne dis pas mon objectif, c'est les droits de l'homme. Ce n'est pas des objectifs. C'est des grilles de lecture, c'est des grilles d'analyse. C'est ce qui nous permet de voir si on est plus ou moins dans ce vers quoi on doit tendre, c'est-à-dire ce que vous énoncez dans les premières pages de votre document, qui est de dire tout simplement la culture fait partie des droits fondamentaux de l'individu. Donc les droits culturels nous permettent de mieux, j'espère, voir si on tend ou pas vers cet objectif. Et du coup, la loi bibliothèque nous dit quoi? Alors, action de médiation. Action. Donc, on nous dit bien que c'est par le fait d'agir, et pas de posture, mais par l'action, la mise en œuvre de dispositifs, on garantit la participation, la diversification et les droits culturels. La diversité est constatée, mais elle ne pourra être garantie que parce qu'il y a les droits culturels et qu'on donne un espace aux gens, vous vous rappelez, accès, partager, participer. La loi bibliothèque, en fait, nous donne totalement cet espace pour être sur les droits culturels. Alors, c'est sûr que une fois qu'on a les concepts un petit peu en tête, ou qui sont un peu plus clairs, et que je lis ce que j'ai fait attentivement, le schéma directeur, ça résonne quand même, ce qui est énoncé.
C'est pas anodin. Quand on dit la bibliothèque, s'approprier sa bibliothèque, un lieu où on se sent chez soi, évidemment que le public, il sait très bien qu'il n'est pas à la maison quand il vient à la bibliothèque. Mais quelqu'un qui rentre dans la bibliothèque et qui se sent légitime, il s'approprie ce lieu. Il a sa place. Donc, il est chez lui. Ben, en fait, il est bien chez lui, puisque c'est lui qui finance la bibliothèque. Hein, on est bien d'accord. Mais quand même, quand on dit développer l'engagement du citoyen, quand on dit acteur de la démocratie ou être la place de l'usager, mais tout ça, quand on lit les droits culturels, ça fait sens. Et on voit bien qu'on n'énonce pas droit culturel, mais la manière dont on présente un petit peu la manière dont on veut porter la lecture publique. Il y a la notion des droits culturels qui est proposée, d'autant plus que on a fait participer l'habitant à la réflexion. Donc évidemment que quand il participe à la réflexion, ça prend plus de sens que quand on lui dit voilà, c'est comme ça la bibliothèque. Alors très concrètement, quelques exemples, pas du tout pour que vous fassiez la même chose, hein, c'est pas du tout une injonction à faire, c'est juste pour vous montrer comment des choses relativement simples vont dans le sens des droits culturels. Vous voyez, ça, c'est les bibliothèques. Quand on rentre dans une bibliothèque, on met en valeur des documents. Les bibliothécaires font des tables de mise en valeur de documents. Super. Mais peut-être que les usagers ils auraient envie de mettre en valeur autre chose. La collection requin, par exemple, s'il y en a. Sauf que le bibliothécaire n'a pas envie de le faire, et c'est tout à fait normal. Lui, il a aussi envie de défendre aussi des auteurs, des éditeurs, des sujets. Mais pourtant, peut-être qu'il y a des gens qui auraient envie, eux, de valoriser autre chose. Alors, soit vous mettez en place des comités d'usagers, c'est participatif, mais ça, c'est très chronophage et finalement, on finit contre les gens qui ont les mêmes avis que nous, parce que les autres s'épuisent. Et puis là, il y a cette bibliothèque aux États-Unis qui a fait un truc génial, qui est la bibliothèque d'Harvard, alors pas l'université, hein, la ville, petite bibliothèque, qui a constaté que les usagers adoraient regarder les chariots retour. Ils adoraient voir ce que leur père avait regardé. Ils aimaient bien ce que leur disait le bibliothécaire, mais quand même, les mecs comme moi, ça m'intéresse. Mais comment on pourrait valoriser ça? Ou quelqu'un qui rendait un livre et qui disait, vous savez, ce livre, il est génial, hein, j'ai adoré. Plein, tous les jours, ça, on a à la bibliothèque. Et puis ça, ça part dans la nature. C'est-à-dire que le bibliothécaire le reçoit, mais il n'en fait pas grand-chose. Si en plus il n'a pas aimé, lui, le livre, il en fera encore moins quelque chose d'intéressant. Bien. Là, c'est deux boîtes retour. Une boîte retour classique et une autre boîte retour qui est celle qu'ils ont bricolée, qui est géniale, j'ai aimé. Quand les gens rendent les documents, tout ce qu'ils ont aimé, ils le mettent dans cette boîte-là. Puis, quand on fait le retour, le bibliothécaire fait son petit retour, et puis tout ce qui est dans la boîte classique, ça part dans les rayons, et tout ce qui a été dans la boîte, nous l'avons aimé, ils récupèrent, ils rendent le livre, mais ils lui mettent une petite étiquette. Alors c'est du bricolage, hein, c'est des étiquettes imprimantes, hein, hop, ils collent avec ce truc qu'ils ont piqué sur Google Images qui s'appelle Génial, et surtout ils s'engagent à faire une table dans laquelle il y aura tout ce que vous avez mis en avant. On ne le choisit pas, c'est vous. Là, c'est nous, ça, c'est nous. Mise en dialogue des cultures. C'est-à-dire que tout d'un coup, là, il y a ce que nous, on a envie de défendre, parce qu'on a aussi des droits culturels qui s'appliquent aux professionnels, on a aussi envie de défendre une culture, mais on donne l'espace à l'usager pour qu'il puisse lui aussi défendre, et peut-être qu'il va mettre en avant des documents que nous, on n'aura jamais mis. Sauf que ça donne la diversité et le pluralisme. Et donc, on s'aperçoit, nous l'avons testé dans notre réseau notamment, que ça a un impact sur les prêts absolument énorme. C'est-à-dire qu'on arrive jusqu'à avoir 7 fois plus de prêts sur des documents qui sont issus de la communauté des usagers, parce que tout simplement, ils vont mettre en avant des documents que nous n'aurait pas envie, ou parce que tout simplement, le simple fait que ce soit leur père qui leur ont mis en avant donne une sorte de reconnaissance de ce qui sont êtres de culture. Et puis moi, je vais prendre le bouquin avec l'étiquette, je vais le lire, je vais trouver ça totalement nul, donc je vais le remettre dans la boîte retour et ça va partir en rayon. Sauf que quelqu'un d'autre va peut-être butiner dans les rayons, va peut-être sortir un bouquin, puis il va voir qu'il y a l'étiquette, puisqu'elle reste l'étiquette. Il dit, mais ça, en plus, les gens ont bien aimé. Boum. Et vous ventilez les fonds beaucoup plus. Ça donne de la visibilité sur des fonds qui sont là-dessus. Ça, vous voyez, c'est un truc que vous pouvez faire dès demain. Enfin, demain, oui, mardi, ça marche. Vous pouvez faire dès demain. OK. Ça n'a pas de moyens, hein. OK. C'est des droits culturels. On a l'impression que les droits culturels, c'est le truc très haut niveau. Mais pourtant, ça,
c'est là-dessus. Et quand je vois promouvoir la place des usagers et quand je lis développer l'engagement citoyen en bibliothèque, bon, on y est, tout simplement. Ça, c'est des bibliothèques. Je vous avais présenté ça lors de la dernière conférence, comment des bibliothèques donnent un espace aux habitants pour qu'ils proposent de l'animation. J'y reviens pas là-dessus. Là où c'est d'autant plus intéressant, c'est que c'est les champs libres de Rennes. Les champs libres, pour la petite histoire, c'est là où Sylvie Robert était, Rennes, et c'est elle qui a porté le projet des champs libres. C'est elle qui a écrit la loi bibliothèque. Comme par hasard, on parle des droits culturels. Enfin bon, on voit bien qu'il y a quand même une couleur. Ici, les champs libres proposent aux habitants de Rennes de venir faire des propositions d'ateliers. On, on fait avec eux, on met en avant l'atelier. Mais là où ça va plus loin, ils apprennent les gens à s'engager, c'est qu'ils disent Lionel veut proposer un atelier sur le macramé et il décide qui veut l'organiser avec lui. Et donc avant de le proposer, il demande aux gens qui veut avec Lionel l'organiser. Et donc ils se retrouvent et ensemble, ils construisent la proposition. C'est que ça va plus loin même que dire on vous écoute, on vous donne un espace. C'est qu'on vous apprend aussi avec les autres à être dans l'action. Et que la bibliothèque est bien ce lieu qui met en action tout simplement la culture. C'est que tout d'un coup, non seulement je me sens légitime parce qu'on a dit oui à ma proposition, mais en plus, on me développe ma capacité à m'engager dans la société, tout simplement, puisqu'on me donne un espace dans lequel je peux m'engager et je peux organiser. Et du coup, je ne considère plus le service public comme, malheureusement, c'est de plus en plus le cas, comme je paye des impôts, donc j'ai. C'est pas du tout ça. N'oubliez pas que le bibliothèque, c'est le vivre ensemble, je l'avais dit. C'est comment ça, le dernier Musso, je ne l'aurai que dans 8 semaines, mais c'est beaucoup trop long. Et on est là presque en train de s'excuser, mais oui, je suis désolé, mais on n'a pas s'excuser de ça. Vous voulez le Musso tout de suite, tu vas à Cultura, tu le payes, tu l'as, tout de suite. Ici, c'est chacun son tour. C'est payé par l'argent public, c'est l'effort collectif, c'est chacun son tour. Il ne faut jamais oublier de rappeler ça aux gens. Parce que quand on ne le rappelle pas, on leur donne le sentiment qu'on est un service individualisé et que c'est pour eux. Et que donc dire, mais non, tu vas attendre ton tour parce que c'est l'effort collectif. C'est fondamental, on n'a pas à s'excuser que Musso, il est dans 8 semaines. Il faut expliquer juste pourquoi c'est dans 8 semaines. Et ça fait partie de notre travail bénévole aux salariés. Et quand on dit aux gens, non seulement je reçois ta proposition, mais en plus, tu vas le concevoir aussi. C'est une manière de dire, c'est un lieu dans lequel on est dans l'engagement, on se construit. C'est pas anodin. C'est aussi l'être de culture qui aussi participe à la vie de la culture. Autre exemple, et j'en aurais presque terminé. La Fête des langues, c'est une médiathèque de quartier. J'ai travaillé 10 ans dans une bibliothèque, quartier très difficile. À ce moment, on a des difficultés, notamment à Romans-sur-Isère. Vous avez peut-être entendu parler de ce fait divers, ce double fait divers de rugbyman, de jeunes rugbyman, etc. Bon, c'est dans ce quartier que se déroulaient ces choses-là. J'ai travaillé pendant 10 ans dans cette bibliothèque. Ça, c'est l'heure du conte. On raconte des histoires aux enfants. On s'est dit, tiens, on va peut-être raconter des histoires qui font référence aux cultures de la population qui est dans ce quartier. Donc, on va essayer peut-être aussi de montrer que les histoires pour enfants turques, cambodgiennes, elles ont leur place à la bibliothèque. Donc, il faut leur donner la visibilité. Puis aussi, mais après tout, ici, c'était eux, les gens qui racontaient les histoires, et pas nous. Si on leur disait, mais vos histoires, votre histoire, elle a sa place à la bibliothèque, eh bien, pourquoi ça serait que l'habilité à raconter l'histoire? Pourquoi ce ne serait pas vous? Je vais vite, mais il faut convaincre. Parce que beaucoup de gens ne se sentent pas légitimes à raconter des histoires. Et puis en plus, les histoires, vous allez les raconter dans votre langue maternelle. On ne va pas les traduire. On va entendre la diversité. On va entendre ces éléments-là. Et on va raconter ça à des enfants. Et donc là, vous avez ce qu'on appelle la fête des langues, qui est une heure du conte. Il n'y a rien de nouveau, mais qui donne un espace. Et quand ce papa cambodgien raconte une histoire en cambodgien, eh bien d'abord, les gamins rigolent parce que l'accent est un peu bizarre. Et donc, j'apprends l'altérité, j'apprends l'autre. Et ça, ce qui est fondamental, de la même manière, quand on dit à la personne, il faut attendre pour voir le Musso, je lui dis qu'il y a d'autres personnes autour de nous, c'est l'altérité. Et puis, tout simplement, on s'aperçoit que finalement, les gamins, ils rigolent là où il faut rire. Parce que les histoires sont assez universelles, ils racontent des choses. Sauf que là, la bibliothèque, elle fait son travail de droit culturel. Elle donne
le plaisir d'écouter des histoires, elle démontre la diversité de sa population, elle donne à cette population une légitimité à être dans la bibliothèque, parce que c'est eux qui racontent l'histoire. Et surtout derrière, ça permet de développer des fonds d'albums qu'on ne connaissait pas. Et puis on demande aussi à ces gens-là, c'est pourquoi cette histoire-là? Parce que moi, on me l'a racontée quand j'étais plus jeune, ou parce que dans mon pays, elle est là-dessus, elle est papa cambodgien, allemande, américaine, espagnole, turque, et il manque une maman qui est tunisienne. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est assez développé. Promouvoir la place des usagers, tous usagers des bibliothèques, tisser des partenariats, parce que ça, on ne peut pas faire ça tout seul. Aller chercher des gens qui ne viennent pas à la bibliothèque, on ne sait pas bien faire. Je ne suis pas issu d'éducation populaire, donc on a besoin des acteurs sociaux pour nous aider à aller chercher les publics qui ne viennent pas nous voir. Imaginez quelqu'un qui ne lit pas, on lui dit bonjour, je suis bibliothécaire, viens me voir. Il va dire mais c'est qui celui-là? On a besoin des partenaires pour faire cette question-là. Et on est dans la bibliothèque inclusive et dans l'engagement citoyen. Je vais là-dessus. C'est les grainothèques. Vous connaissez certainement les grainothèques. Très bien. Ça, c'est dans une bibliothèque à Dour, Mandiron, très intéressant comme territoire. Ici, ce qui est intéressant, c'est cette personne. Elle est bénévole à la bibliothèque, et c'est la bénévole grainothèque. C'est pas la bénévole livre. C'est parce que la bibliothèque a considéré qu'une grainothèque, c'était aussi du partage de savoir, de savoir-faire. C'était du partage de savoir. Et que quand on est intéressé par ces sujets-là, eh bien la bibliothèque, elle peut accueillir le bénévole, qui n'est pas forcément un bénévole qui aime lire, elle aime lire, hein, mais qui est là pour animer une dimension de la bibliothèque qui est celle des échanges de savoir et de savoir-faire. Et la valeur ajoutée de cette bénévole, elle est là. Vous voyez ces boîtes d'œufs là? Eh bien là-dedans, il y a les graines pour faire une ratatouille. Parce qu'elle met du temps, comme vous mettez du temps à faire une sélection d'ouvrages, elle va faire une sélection pour valoriser, en donnant l'espace, c'est-à-dire en démontrant à la population que celui qui aime notamment les graines, les grainothèques, et qu'il a une place dans la bibliothèque, parce que la bibliothèque aussi, elle a ce rôle-là, mais vous ouvrez le champ tout d'un coup de la bibliothèque avec de la valeur ajoutée. Parce que si vous êtes, vous, bibliothécaire ou bénévole, déjà très occupé, vous voulez faire une grainothèque, bien elle arrivera à la fin de vos tâches, la grainothèque. Alors que là, on a quelqu'un qui va défendre la grainothèque. Et il faut, bien sûr, défendre l'idée que c'est légitime, quelqu'un qui veut défendre cette approche de la bibliothèque. Et donc, quand je reprends les petites étiquettes, on voit que ça active plein d'étiquettes qui sont proposées dans votre schéma. Et puis enfin, je dis enfin à chaque fois, c'est pour modérer. Bref. Ici, on demandait l'avis aux usagers pour pouvoir aller là derrière. Ça s'appelle la gométocratie, ce truc. Ça veut dire quoi, ça? Là, dans cette bibliothèque, on s'est dit, mais si on mélangeait les DVD sur le pôle Nord avec les livres sur le pôle Nord. Comme ça, les gens y vont, on appelle ça du transmédia, ils ont sur la thématique tout ce que l'on a, DVD, livres, albums jeunesse, etc. Bon. Mais débat, les bibliothécaires ne sont pas totalement sûrs de leur truc. Qui est le premier concerné? C'est l'usager, hein? On ne peut pas décider ça sans lui. C'est lui qui va subir ou qui va bénéficier. Donc, on peut faire des comités d'usagers, c'est très bien, mais ça prend du temps. Là, c'est un dispositif tout bête. On a mis en place, imprimé une feuille. On leur a dit, écoutez, donnez-nous, aidez-nous. Voilà, voilà le projet. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Ça, c'est la ligne du doute. Je ne sais pas. OK. On met une petite gommette, on colle, on met ça à côté du prêt. C'est hyper simple. Paf, 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 paf. On laisse ça pendant 2 semaines, 3 semaines, et puis voilà. Et puis ça vous ramène un avis. C'est tout bête, hein, comme principe. Sauf que là, les gens, ils vous disent quoi? Ils disent, mais laissez-les avec les DVD. C'est quand on discutait avec l'équipe, ils nous disaient, les gens, on dit, mais pourquoi? Alors, on met pourquoi la banque de presse qu'à côté, le bibliothécaire, il peut expliquer un peu de quoi il s'agit. Et les UGG disaient, comment ça? Mais pourquoi vous les mélangez, les DVD? Je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'on disait, ben moi, je viens à la bibliothèque, des fois, je ne sais même pas ce que je veux. Moi, je ne sais même pas si je vais prendre un truc sur le pôle Nord en DVD. Moi, je viens, et des fois, je me dis, tiens, je me regarderais bien un film. Les gens ils disent, moi je veux un film, je vais voir les DVD, je veux pas de film, je vais regarder les livres. Arrêtez de conceptualiser, quoi. Stop. C'est-à-dire qu'on se fait plaisir, mais en fait, l'usager dit, mais moi je comprends rien à ce que vous proposez. Bon, ben en faisant ça, c'est clair. Laissez les DVD avec les DVD. Point barre.
Bon, eh bien voilà. Au lieu d'obscurcir la bibliothèque, on a considéré l'individu et on a fait un truc très simple. On ne va pas faire de la gométocratie tous les jours, hein, ça n'a pas d'intérêt. Mais comprenez bien que dès que ça touche l'usager, il faut quand même avoir son point de vue parce que on n'est pas nos usagers. On est des professionnels, on est des bénévoles, et nos usagers ne sont pas des professionnels et ne sont pas des bénévoles. Donc le regard de l'usager, il est à la hauteur de sa pratique de la bibliothèque. Nous avons un regard de professionnels. On est bien d'accord. La méthodologie que vous employez, demandez aux gens, aux élus, aux partenaires, c'est exactement cette démarche-là. Je termine par le numérique, parce que c'est quand même très important. Le numérique, c'est le plus gros défi que nous avons depuis une dizaine d'années et qui est encore devant nous pour très longtemps. L'immatérialité, la dématérialisation des supports, hein, est absolument fondamentale. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde connecté, dématérialisé et qui le sera de plus en plus. Il faut l'acter, hein, très fortement. Et les bibliothèques, si elles doivent être en phase avec la population qui la finance, elles doivent intégrer ça. Sinon, on va se couper d'une population. Dites-vous bien que la jeunesse, ceux qui ont moins de 25 ans, c'est notre avenir. Si on ne donne pas les billes de compréhension en quoi on va être utile pour eux, cette population-là se détournera de nous. Les gens adultes que nous avons aujourd'hui, ils sont acquis. Et il faut encore aller en chercher. Mais la jeunesse, c'est notre avenir. Ne jouer contre la jeunesse, c'est jouer contre nous. C'est très important d'avoir ça en tête. Et quand on pense que c'est une génération qui est dans son siècle, hein, moi j'aurai leur âge, mais évidemment que je prendrai tout ce que me propose le numérique. On ne peut pas faire le reproche à une jeunesse d'être dans son siècle, parce que c'est un mauvais calcul. C'est comment nous, bibliothèques, on intègre pour leur démontrer qu'il ne faut pas être tout seul avec le numérique et qu'il faut les accompagner. Vous dire que la bibliothèque, c'est 3 sphères. Aujourd'hui, on vit dans 3 sphères. In situ, à distance, hors les murs. Je prends un exemple tout bête. Vous voulez faire des courses? Vous avez du temps? Allez, on va à Leclerc. In situ. Je suis un peu à la bourre, je vais faire du drive. Et j'irai chercher, donc je commande en ligne et je vais chercher hors les murs. Je suis vraiment à la bourre, je commande, on me livre. Très bien. Vous voulez un billet de train? C'est la même chose. Tout votre quotidien est dans ces 3 sphères. On ne l'a pas conceptualisé, on ne dit pas je suis dans ma sphère, non. Mais tout notre quotidien est là-dedans. Et comprenez bien que le public n'est pas 100% in situ, n'est pas 100% à distance. Il est opportuniste. Nous sommes opportunistes. Je suis à côté de la gare, je vais passer à la gare. Je ne suis pas à côté de la gare, je vais plutôt aller à distance ou hors les murs. Bien. Quand on réfléchit, donc c'est notre société aujourd'hui. Très bien. Quand un usager, un citoyen regarde sa bibliothèque, il la regarde dans les 3 sphères. La bibliothèque qui ne te propose pas une de ces dimensions-là, elle recule pour cet individu. Oh là là, je ne peux pas réserver mon livre de chez moi, il va falloir que je repasse à la bibliothèque. Et en plus, les horaires d'ouverture, ça ne correspond pas à mon mode de vie. Je suis actif, j'ai une famille, et quand elle est ouverte, je suis au travail. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la question des dimensions et de cette vie qui est hybride, elle détermine des choix d'adhésion ou pas à des services aujourd'hui. Mais attention, je dis bien que les 3 sphères sont indissociables et indispensables. Dire que la bibliothèque à distance est l'avenir, c'est faux. La bibliothèque de l'avenir, elle est in situ, à distance et hors les murs. Ne pas substituer une dimension à une autre, parce que c'est une erreur. Il n'y a pas de bibliothèque numérique sans bibliothèque physique. Et je dis bien, il n'y a pas de bibliothèque numérique sans la bibliothèque physique. L'inverse, oui. Mais on se coupe d'une population. Donc, quand on dit tous usagers des bibliothèques, c'est lequel? In situ, à distance, hors les murs. Et quand on parle de la bibliothèque qui propose des ressources numériques, c'est qui est proposée par l'Aveyron, c'est une dimension à distance de la bibliothèque. Il faut la défendre. Il y a des gens pour lesquels lire, alors pas l'équipe, mais lire VSD, parce qu'elle n'est pas, la bibliothèque n'est pas abonnée à la bibliothèque physique, mais qu'elle peut malgré tout, parce que j'y suis, avoir accès à VSD ou aux chercheurs français, et ce n'est pas une dimension moins légitime. L'être de culture, lui, il veut lire VSD. Le numérique,
Vous avez dit les deux pieds dans le numérique. On aurait pu dire les trois pieds, finalement, puisqu'il y a aussi les pieds à distance. Euh, le numérique, c'est aussi dans les trois sphères. Le numérique, c'est pas que la bibliothèque à distance. C'est le numérique dans les murs. Et oui, ceux qui ne peuvent pas se connecter à Internet. Et pourquoi il n'aurait pas le droit, lui, d'avoir accès à VSD en ligne? Pourquoi? Est-ce qu'il n'a pas l'argent pour s'acheter un ordinateur, une connexion au débit? Ou parce que la connexion dans là où il habite n'est pas très très bonne, mais malgré tout, la bibliothèque est quelque chose de plus intéressant? Au nom de quoi? Mais cet être de culture, il a le droit aussi d'avoir accès à la vidéo à la demande. Alors, c'est moins confortable de la regarder à la bibliothèque, à la maison, mais malgré tout. Et celui qui va dire, moi, je veux pas de DVD, mais je veux regarder les films à la vidéo à la demande. Si la bibliothèque lui donne le service, parce qu'aujourd'hui, si j'ai pas la bibliothèque, je suis obligé de prendre un abonnement à Netflix ou Amazon, hein, même si j'ai pas tout à fait les mêmes catalogues. Mais la bibliothèque, il dit, mais même avec l'abonnement, tu as accès aussi à ça. Mais c'est ouvrir le champ aussi de la culture qui est en ligne. Et puis, hors les murs, c'est aussi aller au-delà des murs de la bibliothèque autour de ces questions-là. C'est pour ça que quand on parle sobriété, numérique au quotidien, acteur de l'électronisme, mais oui, c'est totalement dans l'émission des bibliothèques. Et d'ailleurs, une enquête du Credoc est assez flagrante. Quand vous avez besoin d'être accompagné par le numérique ou d'avoir un accès au numérique ou d'être aidé dans des démarches, vous allez où en premier? La mairie, à égalité, la bibliothèque. Donc on est clairement identifié, c'est pas pour autant qu'ils viennent, hein, mais on est identifié comme ce lieu qui donne accès à ces dimensions-là. Cette fois-ci, c'est sûr, c'est la conclusion. Bibliothèque vers de nouveaux usages. Quand je regarde ce qui est sorti des ateliers, les mots qui ont été employés, rayonnant, innovant, participatif, convivial, éco-responsable, accessible, mais tout ça, ça résonne avec les droits culturels. Et que, évidemment, que aucun moment on parle de collection, on parle de prêt. C'est fondamental, le prêt et la collection, mais c'est des moyens, ce pas des objectifs. Notre objectif n'est pas de prêter, notre objectif n'est pas de remplir les rayons de livres. Notre objectif, c'est de donner accès au plus grand nombre à tout ce qui est le savoir, l'information et les loisirs. Et si le prêt et la collection en fait partie, tant mieux. Mais si autre chose en fait partie, tant mieux également. Et que peut-être chaque individu aura le sentiment que finalement, l'espace qui le définit a sa place dans la bibliothèque. Et au final, les droits culturels, c'est une grille de lecture pour essayer d'atteindre ces objectifs. Et je terminerai par ce triptyque qui est fondamental. Utile, utilisable, utilisé. Est-ce que la population perçoit que la bibliothèque est utile, pas pour la société, mais pour eux, l'être de culture que je suis? Est-ce que la bibliothèque est utile pour moi? C'est déjà énorme si on arrive à gagner ça. Ensuite, si je viens à la bibliothèque, est-ce qu'elle est utilisable? C'est-à-dire qu'est-ce que je peux facilement l'utiliser? Les horaires d'ouverture en font partie. On fait comme on peut hein, avec les horaires d'ouverture. Mais est-ce que je peux utiliser la bibliothèque en ligne ou quoi que ce soit? Et alors, si elle est utilisable, elle sera utilisée. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Une bibliothèque, elle est d'abord là pour être utile à sa population, pour qu'elle soit utilisable. Et alors, elle sera utilisée et non pas considérer que la bibliothèque utilisée est le postulat de départ, parce que le postulat de départ, c'est l'individu, être de culture, qui définira si oui ou non la bibliothèque est utile pour elle. Merci. Merci, Monsieur Dujol, pour votre intervention. Si vous avez des questions, euh, voilà, pour les personnes qui sont en visio, j'ai oublié de le dire, vous pouvez soit lever la main dans le chat, soit écrire vos questions dans le chat, je veux dire. Vous avez des observations? Ça vous a interpellé? Vous pouvez ne pas être d'accord. Bonsoir. J'ai juste une question parce que vous êtes passé très vite dessus. À un moment donné, c'est apparu éducation populaire. Vous l'avez évoqué même. Je suis pas un acteur d'éducation populaire. Et donc, moi, qui suis un peu à cheval entre les deux, qui ai connu les deux, les Ouais. deux univers, j'ai envie de dire, quand je vous entends, j'ai entendu aussi beaucoup ce discours sur les droits culturels dans le milieu de l'éducation populaire. Et donc, du coup, ma question, c'est la suivante, c'est savoir sur un territoire, quand on a des structures d'éducation populaire Absolument. et des bibliothèques, comment on peut avancer ensemble au profit des droits culturels. Alors, un grand merci pour votre question.
parce que effectivement, je l'avais juste effleuré en espérant. Donc tout ça a super marché, donc je suis très content. C'est une question fondamentale, hein, la relation avec l'éducation populaire, les acteurs de l'éducation populaire sur les droits culturels, parce qu'on peut se sentir en concurrence, voire en tension entre là-dessus. Rapidement, je vais vous expliquer Malraux. Loi avant Malraux, avant le ministère de la Culture, l'instruction publique, la culture et l'éducation populaire étaient dans le même ministère. Tout ça réfléchissait ensemble. Bien. Malraux fait le ministère de la Culture. OK. Et il était le tenant d'une théorie. Je vais répondre à votre question, hein. Je pars de loin, mais ça va donner des billes. Malraux était le tenant d'une théorie de l'immédiateté de l'œuvre. Il considérait qu'un chef-d'œuvre n'a pas besoin de faire de médiation. Je suis devant un Picasso, je suis foudroyé. Point barre. Et donc, les gens de l'éducation populaire qui étaient dans son ministère disent oui, mais d'accord, mais ça vous foudroie parce que vous savez lire peut-être un peu de Picasso. Il y a peut-être quelqu'un qui va dire mais moi, mon gamin de 4 ans, il fait la même chose. Et il a le droit de le dire, être de culture. Malraux a dit non, 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 la médiation, c'est pas nécessaire. Pas de médiation. Donnons accès à la culture et l'œuvre fera son travail. L'éducation populaire a été en fort désaccord. Ça a été le grand schisme français. La culture est partie à la culture. L'éducation populaire a quitté la culture pour aller vers le social. Ce n'est pas arrivé dans les autres pays. Si bien que les bibliothèques, notamment Europe du Nord, qu'on prend souvent comme un modèle, se sont construites avec l'éducation populaire. C'est-à-dire que ces bibliothèques ressemblent un peu à des MJC, ressemblent un peu à des maisons de quartier. Nous, on s'est séparés, c'est notre histoire. Sauf que quand on a commencé à se dire, mais il faut peut-être revenir vers l'individu, parce que l'éducation populaire fait des droits culturels, même avant qu'on parlait de droits culturels. En fait, quand on a découvert les droits culturels, ils ont dit, mais merci, nous, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on fait ça. Mais la culture, par contre, en France notamment, elle s'est pris un platane, hein, avec les droits culturels. Elle se dit, mais c'est quoi ce truc et la qualité dans cette histoire-là? Tout ça pour dire que quand on parle des droits culturels, notre histoire ne nous a pas appris à être dans l'éducation populaire. On est très attentif à notre programmation culturelle, à la collection, et c'est important. Mais on ne sait pas bien faire. Quand on dit qu'il faut aller vers, quand il faut aller chercher les publics qu'on ne voit pas, on ne sait pas faire. Parce qu'on n'a jamais eu cet enjeu d'aller chercher des gens. On a plutôt attendu les gens qui viennent nous voir. C'est pour ça que je parlais des partenariats. Aujourd'hui, quand on fait du droit culturel, on a besoin des acteurs de l'éducation populaire parce que quand je vous parle de la fête des langues et qu'on a dit des gens qui ne viennent pas à la bibliothèque, qui ne parlent pas français, on va aller les voir et on va leur dire venez raconter des histoires à la bibliothèque, mais ils sont tous partis en courant. Parce qu'on était bibliothèque, on était la culture légitime, on était une culture qui... Alors qu'on n'était pas là-dessus. Mais on s'est dit, mais on ne savait pas l'écoute sociale, le dialogue interculturel, etc. On n'avait pas ces compétences, c'est pas notre histoire. D'où, quand on est dans les droits culturels, et d'ailleurs c'est le 8e droit, c'est développer une politique partenariale. Parce qu'on ne peut pas agir tout seul, les droits culturels tout seuls, c'est pas possible, parce qu'on ne sait pas faire. D'où, quand vous portez les droits culturels, regardez les acteurs de l'éducation populaire, dites-leur d'abord que vous ne voulez pas faire leur travail, hein, que vous n'êtes pas en train de leur... Parce que l'éducation populaire est en recherche, c'est un peu difficile actuellement, ils ont des besoins de budget très importants. Si en plus ils ont le sentiment que les bibliothèques sont en train de piquer ce qu'ils sont en train de faire, on n'a aucun intérêt. On a besoin d'eux et sur la fête des langues, c'est eux qui sont allés approcher les familles, c'est eux qui ont eu ce contact, c'est eux qui avaient une forme de légitimité pour expliquer que dans la bibliothèque, ils seront les bienvenus. Et nous, on a accompagné, mais on avait besoin de ces éléments-là. Donc l'éducation populaire, c'est un partenaire indispensable, a fortiori en France, où nous avons voyagé ou travaillé en parallèle très souvent avec quelques passerelles. Je ne sais pas si ça répondait à votre question. OK. Alors, on a une question dans le chat, mais qui est pas liée à votre intervention. Comment sera-t-on considéré par la MDA si nous ne voulons pas intégrer la base unique pour le moment et si nous ne sommes pas en réseau tel que vous l'entendez? Bien, de la même façon que toutes les bibliothèques, voilà, il n'y aura pas de discrimination sur l'intégration ou pas dans la base unique. Toutes les bibliothèques, voilà, ce sera
on le verra tout à l'heure, mais on ira à la rencontre des territoires aussi en 2025 pour effectivement voir avec les bibliothèques notre offre de service, comment on l'adapte à chacune. Voilà. Mais pas de discrimination sur le fait d'être ou pas dans la base unique, ça il n'en est pas de question. Et c'est pas non plus une question de réseau. Voilà. Sauf que le réseau interviendra effectivement, s'il existe, il y aura sans doute une adaptation de l'offre en fonction du réseau, puisque tous les réseaux sont plus ou moins aboutis. Il y en a qui ont des coordonnateurs, d'autres pas. Il y en a qui ont des véhicules, d'autres pas. Donc, ce sera vraiment négocié au cas par cas. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. D'autres, voilà. Tout à fait maintenant inadapté, pardon, est adapté à toute cette fonction que vous donnez maintenant aux bibliothèques. C'est une très bonne question. Alors, vous l'avez compris, moi je suis un vieux bibliothécaire, je dis bibliothèque. En fait, aujourd'hui on parle de médiathèque, oui, j'y arrive pas à faire cette question-là. Il y a eu, mais votre question est très pertinente parce que, effectivement, le mot bibliothèque, quand on emploie ce mot, il fait référence au document. C'est le lieu du document, la bibliothèque. C'est le lieu qui conserve le livre. C'est l'étymologie même du terme. Bien. Donc, de fait, la bibliothèque, elle est posée. Mais le mot, sans parler de tout ce que je viens de vous dire, quand on est en train de vivre une immatérialité très forte aujourd'hui, qui est irréversible. Je ne veux pas vous faire peur, hein, le livre a encore du temps devant soi, mais aujourd'hui, il y a une dématérialisation majeure de la musique, puisque 70% des Français écoutent de la musique dématérialisée. Donc ça veut dire qu'ils ne veulent plus de CD. Donc comment continuer à donner accès à de la musique quand les gens ne veulent plus écouter de CD? Dans vos voitures, vous n'avez plus de lecteur de CD, me semble-t-il. Donc c'est pas anodin, hein, c'est bien la fin de quelque chose. Ça va pas, il va pas disparaître le CD, mais il va devenir niche. Et on est en train de vivre la même chose avec le DVD. Donc voilà, il est en train de baisser. Hein. C'est pas anodin. Une bibliothèque qui donnait accès à de l'objet, quand ça se dématérialise et qu'on va vers la dématérialisation, c'est-à-dire que les fameux jeunes de moins de 30 ans, 25 ans se construisent leur culture avec de l'immatérialité. Donc, c'est pas parce que vous leur proposez un CD, un DVD qui vont adhérer à votre principe. Bien. D'où on a eu la tentative dans les années 80 de dire médiathèque. D'ailleurs, on appelle tous des médiathèques. Là-dessus, c'est moi qui n'arrive pas à dire médiathèque. Mais c'est une déformation professionnelle. Mais la médiathèque, c'était intéressant parce que ça voulait dire tous les médias, donc même les médias immatériels. Donc, la ressource numérique a sa place. Et médiation. C'est intéressant comme terme. La bibliothèque, c'est le lieu de tous les médias et de la médiation, de la mise en dialogue. Donc on voit que déjà, on avait le truc là derrière. Mais nous, on l'a entendu comme la médiathèque est arrivé le concept dans la fin des années 80, début 90, dans un monde qui était totalement matérialisé. Mais la Grande-Bretagne, et Londres notamment, a voulu complètement, il y a une grosse dizaine d'années, complètement relancer l'idée des bibliothèques. La municipalité de Londres considérait qu'ils avaient 20% d'inscrits dans leur bibliothèque. Londres a été très clair, c'est pas assez. Vous vous réinventez ou on arrête de financer. C'est une très mauvaise idée. Hein. Mais aujourd'hui, la Grande-Bretagne, hein, depuis ces 8 dernières années, c'est plus de 500 bibliothèques publiques enfermées. Hein. C'est très sévère. Hein. Et ce n'est pas du tout la solution. Hein. On dirait qu'il y a Internet, il n'y a plus besoin de bibliothèque. Quelle absurdité. Bien. Ils ont décidé d'appeler ça des ID stores, c'est-à-dire des boîtes à idées. Bien. Eh bien, ça ne marche pas. Parce que pour les gens, la bibliothèque, c'est quand même pas que des rayons de livres, c'est aussi tout ce qu'on a évoqué. Hein, le ministère de la Culture avait lancé une très grande enquête sur les non-usagers de bibliothèques, qui est encore consultable. Alors, on essaie d'abandonner le terme de non-usager, parce qu'on trouve que c'est un terme excluant. Un non-usager, c'est la négation de l'usager. Donc, ça veut donc dire que ceux qui ne sont pas usagers, il leur manque un truc. Il faut arrêter de dire non-usagers. Il faut dire les habitants, hein, qui ne viennent pas à la bibliothèque, mais habitants est bien plus inclusif que le non-usager. Vous voyez, c'est très important. Et en fait, on s'est rendu compte que dans cette enquête,
les non-usagers, ce n'était pas du tout déterminé pour des raisons sociales, économiques au niveau d'études. Il y a autant de non-usagers que dans les bac+5 que dans les gens qui n'ont pas eu de diplôme. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout suffisant pour expliquer pourquoi je ne viens pas. Ils savent qu'on est là. 96% des répondants savent qu'ils ont une bibliothèque dans leur commune. Ils savent qu'on est là, mais ils ne viennent pas. Deux, ils ont une image de nous plutôt positive. Moderne, pluraliste, agréable, bibliothécaire compétent. Ils ne viennent pas. Quand on lit le truc, ça nous complique la vie. Hein. OK. Est-ce que vous êtes fiers d'avoir une bibliothèque complètement? Quand la municipalité décide de refaire la bibliothèque, de la rénover, ils adorent. Ils approuvent totalement le truc, mais ils ne viennent pas. Quand on dit est-ce que la bibliothèque pour vous elle est utile, ils disent oui. Plus de 95% disent la bibliothèque est utile. Mais elle est utile pour la commune. Mais quand on leur demande aux non-usagers, mais est-ce qu'elle est utile pour vous? 1% disent oui. Pour vous dire que, qu'elle soit bibliothèque, médiathèque, en fait, le public adhère, c'est une chance en France, hein, c'est vraiment une chance, adhère massivement à la question de la bibliothèque. Ce n'est pas le mot qui va devenir fondamental, c'est est-ce qu'ils ont le sentiment que cette bibliothèque ou médiathèque va leur être utile. Je reviens à ce que je disais là derrière. Et donc, on peut continuer à appeler nos bibliothèques bibliothèques. C'est notre histoire, il ne faut pas la renier. C'est notre histoire. Et une bibliothèque, elle peut être tout à fait pertinente si elle arrive à démontrer à sa population que l'effort qu'ils font pour que nous existions, c'est-à-dire les moyens publics qui sont mis à disposition pour payer des collections, payer le chauffage, les murs et les salariés, a du sens. Et attention, parce que on est à dans un moment dans notre société un peu tendu où le consentement à l'impôt et à la manière dont on va dépenser l'argent public est quand même interrogé. Si par malheur un jour, et je pense à nos plus jeunes, ils considèrent que les bibliothèques n'ont plus vraiment d'utilité, c'est une remise en question de la légitimité du financement public qui sera là-dessus. On n'y est pas du tout. La loi bibliothèque a été votée 100%. Je peux vous dire que l'unanimité au Parlement, hein, aujourd'hui, c'est quand même assez fou. Mais ce n'est pas anodin. Ça veut dire que la puissance publique nous fait encore confiance. Et donc, bibliothèque, médiathèque, quoi que ce soit, ce que l'on veut, du moment où on a réussi à creuser la notion de l'utilité de sa bibliothèque. Quand on voit l'Europe du Nord avec les États-Unis, qu'on regarde toujours avec un regard un peu condescendant, plus de 55% de la population fréquente des bibliothèques aux États-Unis. Ils n'ont pas de ministère de la Culture. C'est fou. Et parce qu'en fait, quand on parle avec des bibliothécaires états-uniens, ils vous disent, nous, notre travail, c'est en quoi on est utile à notre communauté qui nous finance. On ne réfléchit pas tout à fait comme ça, nous. Nous, on dit, est-ce qu'on a une bonne qualité d'offre faite au public? Oui, mais encore une fois, on est sur ces questions-là. Dernière question, où on passe à la dernière étape de cette soirée. Ok. Bah, je vais laisser maintenant Sophie Delcros vous présenter effectivement la méthode et le planning. Voilà, tout est dit. Donc, le programme d'ici quelques semaines, après vous avoir vu majoritairement ici et et en ligne, grâce à notre petit dispositif, on a plusieurs étapes donc à vous proposer. Donc, avec Olivier Rocher, mon directeur, nous souhaitons, et avec chaque référent de territoire, venir vous rencontrer au plus près et donc organiser avec vous sur chaque communauté de communes, soit les 19 plus une, avec Cap-Denac et le Grand Figeac, des rencontres territoriales, comme on l'avait fait lors du premier schéma avec Madame Prenne. Donc, venir vous voir pour à la fois réinterroger vos envies, voilà, quels sont vos besoins, et en même temps, comme on l'a dit aussi très justement depuis cette fin d'après-midi, réajuster tout ça à l'aune des moyens des uns et des autres, voilà, pour réfléchir ensemble à quoi on veut faire ressembler la bibliothèque qui convient le mieux à tous. Donc voilà, on va sortir nos agendas prochainement et vous contacter les uns et les autres
pour des rencontres in situ. Vous parlez aussi, faire un petit focus sur la journée départementale de lecture publique qu'on organise depuis des années. Donc c'est un jour par an où on vous invite voilà, à venir rencontrer, vous rencontrer déjà les uns et les autres et vous proposer des interventions voilà, de qualité sur les, avec les grands noms des bibliothèques aujourd'hui, les questionnements qu'on se pose sur telle et telle thématique. Et là, la question, c'est à quoi servent les bibliothèques aujourd'hui? Donc, on a un certain nombre d'intervenants qui nous ont déjà dit oui, d'autres qui sont encore en pourparlers, d'autres que nous sommes encore en train de chercher. Mais voilà, ça va à la fois, comme le disait Monsieur Dujol, mixer du pratico-pratique, des solutions informatiques très innovantes comme l'Open Plus. Voilà, vous présentez ce que ça peut être dans des, voilà, dans des grandes communautés urbaines comme dans le rural. On n'a pas à se, comment dire ça, à rougir ou à se dire qu'on n'a pas, on ne peut pas s'offrir le même type de solutions informatiques, qu'on soit dans un village ou qu'on soit en communauté parisienne. Donc voilà, on vous présentera un certain nombre de choses dans cette veine-là. Donc c'est le 20 mars. Delphine et Nathalie, nos collègues, ont bien fait des choses. Cette formation, elle est déjà sur le portail. Vous pouvez déjà vous y inscrire et on sait que il y a déjà quelques personnes qui ont sauté le pas. Donc on vous souhaite là aussi le plus nombreux possible pour pouvoir nourrir les débats. Donc, et après, vous dire ce que va être aussi notre chemin à nous, hein, puisque le schéma, c'est à la fois quelque chose qu'on a écrit ensemble avec vous, mais c'est aussi notre feuille de route avec nos tutelles qui sont là devant nous au premier rang. Donc, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est engager un contrat départemental lecture avec la DRAC qui courrait sur 2025-2027. Donc, vous êtes nombreux ici à avoir contracté un CTL, certains pour la première fois, d'autres qui sont déjà sur un CTL 2. Donc, nous, on va s'engager dans un CDL, voilà, pour essayer de mettre en place le schéma avec vous, voilà, adapter les nouveaux usages et réfléchir avec le conseiller les livres et lecture que vous connaissez presque tous, Monsieur Gaille, à ce qu'on va inscrire dedans et comment on va pouvoir le faire vivre tout ça. Et là aussi, la loi Robert nous a aussi remis sur le devant du tapis voilà, le serpent de mer des bibliothèques, qui est la politique documentaire. Donc voilà, savoir comment on réfléchit à un achat jusqu'à comment on sort cet achat, qu'il soit physique ou virtuel, de nos collections et comment on valorise aussi voilà, chaque achat. Donc toute cette politique documentaire va être travaillée déjà pour l'instant un peu en interne et puis euh, avec vous et pour vous en fait. Puisque comme l'expliquait judicieusement Lionel Dujol, à vouloir trop travailler la qualité, parfois nos ouvrages ne trouvent pas lecteurs, preneurs, regardeurs, enfin ce que vous voulez, mais il faut quand même arriver à faire euh, acte d'humilité et puis essayer de réfléchir à vous offrir quelque chose qui vous ressemble et qui soit utilisé. Voilà pour cette grosse année qui s'annonce. Et donc, après tout ça, on aura une phase de concertation parce que je pense bien évidemment que vous allez nous demander des choses qui sont parfois contradictoires ou une communauté de communes va demander quelque chose qui sera l'exact miroir de l'autre, mais l'exact opposé de la voisine. Et donc, comment nous, l'équipe de la MDA, va pouvoir répondre au mieux à tous sans, voilà, avec nos moyens aussi à nous et voilà. Donc, il va y avoir un arbitrage. Et puis, on va essayer de relancer aussi, alors pas autant qu'en 2023, mais des groupes de travail mixtes et des, comment dire ça? Et des réunions territoriales, peut-être pas du même format que vous avez eu en 2023, pour vous redemander des avis sur des choses un peu plus, des choses un peu plus fines, quoi. Voilà pour tout ce travail qu'on a sur la planche. Merci à vous d'avoir été nombreux et très attentifs ce soir. Merci.